Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce deuxième rendez-vous de 20h de la semaine. Je vous en donne les titres. Congrès des avocats de l'UEMOA, les barreaux des 8 pays sont réunis à Ouagadougou les 21, 22 et 23 septembre. Ils discuteront de justice et de corruption dans l'exercice de leurs fonctions. C'est le chef de l'État qui a présidé la cérémonie d'ouverture du dit congrès. Les images en début de journal. L'artisanat au cœur de ce journal avec la première session du comité d'orientation de l'Observatoire national de l'industrie ONAI. Le comité recherche les moyens pour booster le secteur. La rencontre aura permis de tracer les sillons de la veille stratégique dans les thématiques d'intérêt majeur du secteur de l'industrie. Et puis au Soudan, tentative de coup d'État contre le gouvernement de la transition, un projet avorté des partisans du président déchu Omar el-Béchir selon Khartoum. Les acteurs du complot manqué ont été mis aux arrêts. Bienvenue à ce 20h. Justice et corruption, c'est le thème qui guidera les réflexions du deuxième congrès des avocats de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine. À ce congrès, deuxième du genre, les avocats de l'UEMOA et les barreaux des 8 pays de l'espace UEMOA sont mobilisés dans la capitale burkinabé. Ils en ont pour 3 jours à compter de ce 21 septembre. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin en présence du président du Faso, Maxime Jean-Yves Bambara. Premier reportage de ce 20h. 72 heures, c'est le temps que se sont donnés ces avocats de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, pour trouver des solutions au phénomène de la corruption qui gangrène les institutions dans l'espace communautaire. Justice et corruption, c'est du reste sous ce thème qu'est placé ce deuxième congrès des avocats de l'UEMOA. Et pour le président de la conférence des avocats, ce rendez-vous de Ouagadougou devrait servir de cadre d'examen de conscience et de discernement pour l'ensemble des barreaux de l'espace communautaire. Les avocats sont des acteurs principaux de la justice. Et il n'est pas un secret, nous sommes gangrenés dans toutes les structures de l'État, dans toutes nos structures, que ce soit étatiques ou privées, de la corruption qui est devenue un grand fléau. Les avocats de l'espace ont décidé de balayer devant leur porte. Ils ont inscrit ce thème. Nous allons y réfléchir pendant les 3 jours à venir et nous accoucherons certainement de certaines conclusions qui seront portées à votre connaissance. Présent à cette cérémonie d'ouverture, le président du Faso, par ailleurs président en exercice des chefs d'État de l'UEMOA, a salué la tenue de ce deuxième congrès qui, pour lui, permet aux avocats d'avoir une même vision des pratiques du métier, mais aussi d'échanger, coordonner et harmoniser leurs expériences dans un certain nombre de domaines. C'est un terme qui est non seulement d'actualité, mais c'est un terme qui est transversal. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de dispositions à prendre, mais la première base, c'est déjà le comportement même de l'homme, à dire non à la corruption et à pouvoir avancer. C'est ça la première base. Le reste, c'est pour encadrer, comme on dit, les brebis galeuses, mais en tout état de cause, ce thème-là me semble un thème important et j'espère qu'au sortir de l'ensemble de cette rencontre, les différentes orientations vont permettre de prendre des dispositions qui nous permettent toujours de mener cette lutte contre la corruption qui gangrène le développement de nos différents pays. Ce deuxième congrès qui se tient en différé en raison de la pandémie du Covid-19 connaîtra également le renouvellement des instances de la conférence des avocats. Créée en août 2018, la conférence des avocats de l'espace UEMOA sert de cadre de renforcement des capacités des acteurs, d'évaluation et de vulgarisation des règlements et des conditions d'exercice de la profession d'avocat. Car être burkinabé, c'est être intègre. À la suite de cette édition, on aborde la question de la promotion des langues nationales. Le ministère en charge de la problématique au Burkina s'active dans la valorisation des langues propres au Burkina. Ce matin, les acteurs du domaine ont débuté un atelier de validation des documents de politique linguistique. C'est une rencontre qui vise à parfaire les 4 documents de la politique linguistique. Les détails dans ce reportage. Le Burkina Faso compte une 60aine de langues nationales. Cependant, le manque de documents de politique linguistique freine la promotion de ces langues.
Pour donner un élan favorable à la valorisation de ces langues, 4 documents de politique linguistique doivent être validés par des linguistes et experts du domaine. Ces 4 documents ont fait l'objet d'examens et d'amendements par un comité technique qui a regroupé un ensemble de ministères concernés, tous les ministères concernés, mais aussi des acteurs de la société civile, des acteurs de promotion des langues nationales, des ONG et des associations actives dans le domaine, des partenaires techniques et financiers, en tout cas toute la communauté burkinabé. Nous sommes même allés dans les régions pour organiser des ateliers donc, de rédaction pour pouvoir revenir avec les amendements. Et donc aujourd'hui, ces documents-là sont fin prêts et nous souhaitons justement que ce comité-là qui regroupe donc l'ensemble de ces structures qui ont participé et de la communauté nationale qui a participé puisse jeter un dernier regard afin que nous puissions donc déposer ces documents-là donc, sur la table du Conseil des ministres pour que le Conseil des ministres adopte pour la première fois dans l'histoire de notre pays un document de politique linguistique. La validation de ces 4 documents de politique linguistique va permettre non seulement de valoriser les langues nationales, mais aussi de doter chaque langue d'alphabet. Dans les différents documents, il y a des propositions qui sont faites. Je ne vais pas dévancer l'iguane dans l'eau, mais ces propositions devraient permettre déjà de protéger toutes les langues, de faire en sorte que toutes nos langues puissent avoir donc un alphabet bien rédigé afin que nous puissions faire de l'alphabétisation. Nous avons une 16aine de langues nationales qui sont, on va dire, codifiées, mais toutes les langues ne le sont pas. Donc toutes ces langues-là devraient passer par cela. Nous souhaitons aussi pouvoir, de façon opérationnelle, faire des formations à la carte et permettre à des personnes qui souhaitent apprendre par exemple le boamou ou peut-être le fulfulde en 1 mois ou en 2 mois, de pouvoir le faire. Et cela aussi peut permettre donc à des structures, en termes donc de codage, de pouvoir utiliser certaines langues qui sont des langues minoritaires, etc. Donc il y a tellement de choses que nous pourrons tirer de cela. Pendant ces 2 jours de travaux, experts, linguistes et techniciens du ministère en charge des langues nationales vont travailler d'arrache-pied afin de parfaire définitivement les 4 documents qui vont servir de levier de développement de la valorisation des langues nationales au Burkina Faso. Rencontre hier entre le ministre en charge de l'Éducation nationale, Stanislas Ouaro, et les élèves en classe préparatoire. Ces élèves ont saisi cette opportunité pour présenter leurs difficultés aux premiers responsables du ministère de l'Éducation. L'accessibilité aux sites de formation et le matériel de travail ont été principalement abordés. Le ministre Ouaro, à son tour, promet de trouver des solutions pour que ces élèves apprennent dans de bonnes conditions. Mamitria Nakamabo. Un tête-à-tête entre le ministre de l'Éducation nationale et les élèves en classe préparatoire. Stanislas Ouaro est venu encourager ses élèves qui prennent cours dans les locaux du lycée scientifique national de Ouagadougou. Lors des échanges, les élèves ont profité de la présence de leur ministre de tutelle pour lui soumettre des préoccupations relatives à leur formation. La question de l'accessibilité du site de formation et de la distance a été aussi relevée par ces élèves. Chez moi, par exemple, ici, ça fait une distance d'environ 70 km. Et c'est vraiment pour moi une charge. Et je veux aussi évoquer les fournitures. Est-ce qu'il y aura des fournitures qui nous seront données? Les ordinateurs ainsi que la bourse nationale, est-ce que nous serons boursiers comme ceux de l'EPO? L'accès même ici est un peu compliqué. Les élèves qui sont là, eux, ils sont déjà internés. Nous, on doit faire l'aller-retour. Je voulais savoir est-ce que c'était possible, comme vous l'avez dit au début, les élèves d'abord du lycée scientifique étaient aux 2 yeux. C'était possible d'avoir ces locaux-là. Je sais pas, parce que l'accès est un peu compliqué pour arriver jusqu'ici. La deuxième question, c'est est-ce que les 96 qui ont été recrutés cette année-là, est-ce que ceux-là aussi sont boursiers comme ceux qui sont pris à l'EPO? Pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale dit avoir pris bonne note et promet tout mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions. On est en train de travailler avec le ministère en charge de l'enseignement supérieur qui est chargé d'accompagner le ministère en charge de l'éducation dans le développement des classes préparatoires pour que effectivement on ait les mêmes conditions. Donc si à l'EPO
Ils souhaitent prendre une trentaine de personnes, ils regarderont certainement qui ils vont prendre. Bon, pour ce qui est des idées de voir avec certainement le DSU la possibilité de négocier des internats pour des gens, c'est des idées que vous avez avancées qu'on note. Comme je vous ai dit, nous on va se revoir dans la semaine là avec le directeur général pour échanger sur... il fallait commencer pour voir certaines difficultés. On verra ensemble ce qu'on peut faire pour accompagner même la restauration, etc. C'est des choses qu'il faut regarder. Mais on va trouver des solutions pour avancer parce que si les élèves ne sont pas dans de bonnes conditions, ça peut apparaître donc difficile. Tout en leur souhaitant bonne chance pour le concours de recrutement des élèves en classe préparatoire dans les grandes écoles, Stanislas Ouaro a exhorté ses élèves à persévérer et à redoubler d'efforts. Développement du secteur de l'artisanat. Le comité d'orientation de l'Observatoire national de l'industrie ONAI était en conclave dans la matinée d'hier à la Chambre de commerce et de l'industrie. Cette rencontre est par ailleurs la première session du comité. L'objectif était d'organiser et de coordonner la veille stratégique dans les thématiques d'intérêt du secteur. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso a fait le choix de la libéralisation de son économie et de mettre le secteur privé au cœur de son développement. C'est ainsi qu'a été mis en place l'Observatoire national de l'industrie, ONAI, qui est un cadre permanent de concertation entre le gouvernement et les acteurs du secteur de l'industrie sur les sujets d'intérêt majeur. L'objectif global de cette première session de l'ONAI est de donner des orientations au comité de dialogue et de veille, à en croire le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Aruna Kaboré. L'instrument permet donc de rassembler, de regrouper toutes les initiatives un peu disparates dans le secteur. On avait l'observatoire de l'huile, du sucre, on avait beaucoup de cadres sur lesquels on se retrouvait pour discuter des différentes productions. Et l'analyse nous a amené à décider à ce qu'il y a un seul cadre avec deux strates, c'est-à-dire un comité d'orientation et une structure en tout cas technique qui va regrouper beaucoup plus les techniciens des départements qui participent à fournir à la fois de la matière première à l'industrie, le département qui s'occupe de la transformation et de la commercialisation. Selon le ministre en charge de l'industrie, plusieurs initiatives privées et publiques concernant le secteur industriel ont été mises en œuvre afin de booster l'industrialisation du Burkina Faso. Et les résultats sont déjà au rendez-vous, se réjouit Aruna Kaboré. Dans un secteur qui est beaucoup prisé aujourd'hui par les Burkinabés, le secteur donc, du textile, il y a énormément donc, de projets en cours, soit en semi-mécanique, soit en transformation sur place avec Filsa qui a augmenté sa filature, avec le projet Fasofani qui va reprendre en tout cas son chemin normal, et bien entendu dans le secteur de l'ANACAD où il y a des nouvelles unités industrielles, des jus et fruits ou des nouveaux unités industrielles, et encore dans le secteur pharmaceutique, vous avez vu aujourd'hui que d'ici la fin d'année, en tout cas si le schéma qui nous a été présenté par le privé tient, nous avons une grosse unité donc, de fabrication de médicaments sur place qui va ouvrir ses portes. Dans le domaine donc, de l'énergie, vous avez une unité de transformation, de fabrication de panneaux solaires qui a connu ses portes, carrière matériaux des nouvelles cimenteries. Alors je peux vous citer dans tous les différents secteurs d'activité, il y a un requin. Notons que ce comité d'orientation et celui de dialogue et de veille doivent se réunir au moins une fois par an en session ordinaire. La rentrée scolaire s'annonce et la CARFO, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, se veut solidaire des orphelins des agents publics de l'État. Cette année, la CARFO a offert 750 bourses aux orphelins. L'institution le fait depuis 2008 et ce après un constat. Les familles des pensionnaires décédés ne bénéficient que de 50% de la pension et doivent également faire face au cumul de charges familiales, notamment l'éducation des enfants. Cette opération d'octroi de bourse est donc la contribution de la CARFO à l'effort de ces familles. 200 bourses octroyées au cours de l'année scolaire 2008-2009, l'effectif des orphelins boursiers est passé cette année à 750. Ce qui fait un cumul de 4 453 bourses durant ces 13 dernières années, avec un budget de plus de 443 millions de francs CFA alloués par la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires CARFO. Selon la directrice générale de la CARFO, ces efforts consentis s'inscrivent en droite ligne des missions de son institution. Les bénéficiaires l'ont même dit, ça leur donne le sourire.
ça leur donne le courage de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner, mais plutôt d'avancer. Parce que plusieurs partenaires sont mobilisés autour de la Carrefour pour les soutenir. Contexte sécuritaire oblige, les critères de sélection des orphelins pour l'octroi des bourses ont précisé Laure Zongoyan, directrice générale de la Carrefour. Mais il y a aussi que depuis l'année dernière, nous avons pris un critère, peut-être de façon objective ou non objective, mais nous avons mis en priorité les orphelins de nos FDS tombés suite aux attaques terroristes. Donc, depuis 2008 jusqu'à nos jours, les bourses étaient destinées aux orphelins de la 6e à la terminale. Mais avec donc cette nouvelle donne, nous avons pris en compte des orphelins depuis 3 ans, donc depuis la crèche jusqu'à la terminale. Nouvellement admise au BEPC session 2020-2021, Chérifa Eldine Paré a pris la parole au nom de tous les bénéficiaires. Elle a réitéré sa gratitude et sa reconnaissance à l'endroit de la Carrefour et des différents partenaires. Je suis tellement contente parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça pour nous tous. C'est pas tout le monde qui a ce grand cœur en fait. C'est pas tout le monde qui est capable d'enlever de l'argent pour donner à des orphelins genre nous. Bon, selon moi, quand on me donne la bourse là, je dois être plus meilleure à l'école, faire partie des plus meilleurs. Comme c'est là, quand je vais être meilleure, ça les encourage plus à m'accompagner devant et à aller faire ma médecine comme j'aimerais le faire dans ma vie. À noter que 15 banques et établissements financiers ont adhéré à cette politique sociale de la Carrefour en octroyant aux orphelins plus de 320 bourses scolaires estimées à plus de 32 millions de francs CFA. Sport, accueil triomphal de Iron Bibi, champion du monde de soulevé de bûche. Le natif de Bourdulasso, auréole du titre de l'homme le plus fort, est arrivé dans la nuit d'hier. C'est avec une joyeuse fanfare que les supporters et fans l'ont accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou. En rappel, samedi dernier à Glasgow, en Écosse, Iron Bibi a établi un nouveau record du monde en soulevé de bûche avec une charge de 229 kg. Il a brisé le record du Lituanien qui était établi à 228 kg il y a 16 ans. Le 18 septembre dernier, l'athlète burkinabé Iron Bibi brisait le record du monde en soulevé de bûches avec une charge de 229 kg. Classé donc un nouveau champion du monde dans cette discipline, il a été accueilli en fanfare à l'aéroport international de Ouagadougou dans la soirée de ce 20 septembre. Depuis 2018, je cherche à briser ce record du monde. Et c'est pas moi seul. Ce record est là depuis 2000. Ça fait 16 ans que Zydrunas Savickas détient ce record. Il vient de Lituanie. Et beaucoup d'athlètes qui ont commencé le strongman, commencé leur carrière de strongman et terminé leur carrière sans briser ce record. Donc c'est vraiment grand. Et encore, comme je dis, ça me donne de la force et puis je vais mettre ce record à un autre niveau et pour que ça soit encore très difficile de briser. Mais en attendant de mettre ce record à un autre niveau, Iron Bibi dédie cette victoire à toutes les personnes qui l'ont soutenu, mais surtout à son géniteur qui a quitté ce monde le 21 août dernier. Depuis ma victoire à Londres, il voulait qu'on célèbre cette victoire. Et moi, je lui ai dit d'attendre à ce que je brise le record du monde de Locke. Et malheureusement, il n'est pas ici avec nous. Donc vraiment, je lui dédie ce trophée. Ouais. Je lui dédie ce trophée aussi, et aussi à tous les Burkinabés. Et c'est vraiment un message d'espoir. Et je garde toujours ce sourire d'espoir. C'est ça qui me donne la force à aller de l'avant. Venu accueillir le nouveau champion burkinabé, le ministre des Sports et des Loisirs s'est réjoui de cette nouvelle victoire pour Iron Bibi, mais aussi pour le Burkina Faso. Quant à l'accompagnement que recevra le nouveau détenteur du titre mondial en soulevé de bûche, Dominique Nana a été on ne peut plus clair. Ce qui est fait pour Iron Bibi, il le sait. On n'a pas besoin de le chanter. Ce que la main gauche donne, que la droite l'ignore. On ne va pas chanter sur les toits ce que nous faisons pour nos athlètes. Sachez qu'il n'y a pas un seul athlète qui part défendre les couleurs du Burkina qui n'est pas traité avec respect et mérite. Et en juillet, quand il est revenu avec son titre, il est venu chez moi à domicile, j'étais en convalescence. Nous avons convenu d'un certain nombre de choses. Nous sommes allés à Bobo, nous sommes allés voir dans quelles conditions il se prépare. Le 4, pour avoir manqué l'avion, il n'a pas pu compétir à Leeds. Nous sommes allés à Glasgow. Nous avons fait chanter le Britannier, le drapeau burkinabé
à triompher. C'est ça qu'il faut retenir et voir que tous les efforts que nous mettons ensemble concourent à cela. Rappelons que Iron Bibi est détenteur de plusieurs records du monde et de records Guinness. Son souhait est que son expérience puisse être une motivation pour la jeunesse burkinabé en matière de combativité. On reste toujours dans le domaine de la démonstration de force, édition 2021 du Strongman Circuit d'Hommes Forts. C'est une compétition d'épreuves sportives de force. La compétition, qui a sa 4e édition, s'est déroulée le dimanche 19 septembre à l'hippodrome dans le quartier Amdalaï. Une trentaine d'athlètes ont pris part à cette compétition. Au terme des différentes épreuves, c'est Jean-Alfred Badi, dit le Caterpillar, qui est sacré vainqueur. Un deuxième sac d'ailleurs pour l'athlète. Image avec Michael Toukri. Les épreuves de cette édition du circuit de l'homme fort étaient le soulevé de pneus, l'haltère géant, le soulevé de voitures. Sur les 25 compétiteurs qui ont pris part à ces différentes épreuves, Jean-Alfred Badi, dit le Caterpillar, et Zakaria Mandé vont dominer la compétition et se hisser pour la grande finale. Pour cette finale, il est question de soulever ses pierres et les poser sur les barriques. Dans cette épreuve, Jean-Alfred Badi est le plus rapide et réalise un temps de 22 secondes contre 24 pour son challenger, Zakaria Mandé. Il y a un proverbe qui dit qu'un homme ne se décourage jamais. Et si vous avez constaté, ça fait la 4e édition de cela. Si je ne suis pas 2e, je suis 3e ou soit peut-être 5e. Donc je ne me suis jamais découragé. Je me dis, je dois garder le courage d'un homme. Et je poursuivais toujours les entraînements. Et voilà, aujourd'hui, la chance m'a souri ce soir. Mon objectif, c'est de sortir, aller à l'extérieur. Je ne vais pas me limiter ici seulement. J'aimerais accompagner Iron Bibi en tant que notre président. Moi, je l'appelle notre président. J'aimerais aussi l'accompagner pour qu'il puisse m'attraper, emmener à l'extérieur aussi, pour aller me tester aussi, voir. Peut-être ça peut donner. Pour le promoteur de cette compétition du circuit de l'homme fort, le niveau des compétiteurs pour cette année était très élevé. Donc, pari réussi pour cette édition qui a drainé du monde à l'hippodrome. Il faut être, un strongman doit être, il doit être toujours prêt. C'est-à-dire qu'il doit être fort dans toutes les épreuves. Parce qu'ils connaissent les épreuves de strongman depuis longtemps. On les a briefé un peu ce qu'ils vont voir comme épreuve depuis presque 2 mois. Donc ils se sont préparés en conséquence. Vraiment, je suis très content. Le public a répondu présent. Je suis content. Déjà, les athlètes aussi, ils sont à montrer leurs performances. Ça veut dire qu'ils peuvent représenter le pays à l'extérieur. Jean-Alfred Badi, très connu dans les compétitions de force au Burkina Faso, champion édition 2021 du circuit de l'homme fort, repart avec la somme de 400 000 francs CFA en plus du trophée. Football, 4e édition de la Super Coupe de la jeunesse du Ganzourgou dans la région du Plateau central. La phase finale de la compétition s'est jouée dans la commune de Mégué samedi dernier. Le match a opposé Mégué à la commune de Koko. Toutes deux déterminées à remporter le trophée, elles ont offert du spectacle aux amoureux du ballon rond. On fait le point avec Zambelongo. C'était la mobilisation des grands jours sur le terrain communal de Mégué ce 18 septembre pour la finale de la Super Coupe de la jeunesse du Ganzourgou. Et à l'affiche, l'équipe de Mégué face à celle de Kogo. Dès l'entame du match, ce sont les joueurs de Kogo qui vont prendre les choses en main en ouvrant le score à la 15e minute. Après ce but du Dossa 18 Ousmane Kouraogo, l'équipe de Kogo va consolider son avantage en inscrivant un second but. À la seconde partie, l'équipe de Mégué comble son retard en marquant coup sur coup 2 buts. Il a donc fallu recourir au tir au but pour départager les deux formations. Et à cette épreuve d'adresse, c'est l'équipe de Kogo en blanc qui s'impose devant son adversaire. Bon, on est très content d'avoir rapporté ce trophée pour notre village. Vous-même, vous avez vu les circonstances, c'était pas facile. Mais par la grâce de Dieu, on a su faire la part aux séances de tir au but, su remporter. Bon, l'équipe adverse était très compétent aussi, mais la chance était de notre côté. L'équipe de Kogo repart avec le trophée, 2 ballons, des médailles, des jeux de maillot et la somme de 150 000 francs CFA. L'équipe de Mégué, classée 2e, se console avec 100 000 francs CFA, des médailles et un trophée.
L'apothéose de cette super coupe de la jeunesse a connu la présence du ministre des Infrastructures, Éric Bougma, qui précise que les ambitions de cette compétition est de réunir la jeunesse du Ganzourgou autour des valeurs de cohésion sociale et de paix. Une édition qui a tenu toutes ses promesses. Je dois dire que c'était une très belle fête, cette 4e édition de la Coupe de la jeunesse du Ganzourgou, qui a opposé, vous l'avez suivi, l'équipe de Kogo et l'équipe de Mégué. Alors je dois dire que peu importe le résultat finalement, c'est la jeunesse du Ganzourgou qui a gagné ce soir et je voudrais saluer la tenue de cette 4e édition malgré la situation que vous connaissez et je voudrais également féliciter les initiateurs et les organisateurs, remercier tous ceux qui sont venus être témoins de la cohésion, de l'union entre tous les jeunes de toutes les communes de notre belle province du Ganzourgou. En marge de la finale de cette super coupe de la jeunesse, le ministre des Infrastructures, Éric Bougma, a parrainé la cérémonie de remise des matériels et d'intrants agricoles à l'association Béougounéré du Ganzourgou. Il a aussi pris part à cette cérémonie de remise des 100 tonnes de vivres aux personnes vulnérables. Une initiative portée par les fils de la province. Voilà un reportage signé Béranger Zambelongo et Yassine Sawadgo. Et pour terminer, Khartoum a annoncé ce mardi avoir fait échouer une tentative de coup d'État. Il impliquait des responsables militaires et civils liés au régime d'Omar el-Béchir, chassé du pouvoir il y a 2 ans par une révolte populaire. 11 officiers et plusieurs soldats ayant participé au complot manqué ont été arrêtés, a rapporté l'armée. Cette tentative de coup d'État n'est pas la première qui vise le gouvernement de la transition. Au Soudan, une tentative de coup d'État menée par des officiers liés à l'ancien régime a été avortée ce mardi. À l'aube, des putschistes auraient tenté de prendre le contrôle des bâtiments des médias d'État. Selon les autorités, les chefs du complot ont été arrêtés et la situation serait maîtrisée. Ce qui s'est passé est un coup orchestré par des partis à l'intérieur et à l'extérieur des forces armées, qui est une extension des tentatives des restes de l'ancien régime pour faire avorter la transition démocratique civile. Nous allons prendre des mesures immédiates pour fortifier la transition et démanteler le système du 30 juin qui constitue toujours une menace pour la transition. Cette tentative de coup d'État ne serait pas le premier à viser le gouvernement de transition formé après l'éviction en 2019 de l'ancien président Omar el-Béchir. L'ancien chef d'État est actuellement jugé pour sa participation au putsch de 1989 qu'il avait mené au pouvoir. Depuis 3 jours, des manifestants bloquent des routes et le principal port du pays pour dénoncer un accord de paix historique signé en 2020 avec les rebelles. Des tensions exacerbées par la crise économique qui secoue le Soudan. Ils nous ont toujours fait des promesses. Et la dernière fois qu'une délégation du gouvernement est venue s'asseoir avec nous, ils ont convenu que nous avions des vraies demandes et que le gouvernement central répondrait à nos questions et résoudrait nos problèmes. Nous avons alors débloqué les routes et attendu leur réponse. Mais ils n'ont jamais tenu leurs promesses. Les gens ont été obligés de bloquer les routes, mais cette fois c'est définitif. Soit vous résolvez nos problèmes, soit nous continuons le blocage des routes. Dénonçant le coup de force, le puissant chef paramilitaire Emeti, ancien du régime el-Béchir, a pour sa part renouvelé son soutien à la transition démocratique. C'est la fin de ce rendez-vous d'information du soir sur Twi TV. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain 20h sur cette même chaîne avec de nouvelles informations. Bonsoir.